Il y a des pays dont on entend le nom sans vraiment savoir où les placer sur une carte. Des pays qui semblent appartenir davantage aux légendes qu'à la géographie réelle. Brunei est de ceux-là. Un sultanat minuscule, niché dans le nord de l'île de Bornéo, la troisième plus grande île du monde. Une nation de moins d'un demi-million d'habitants, coincée entre deux territoires malaisiens, et pourtant connue aux quatre coins de la planète. Connue pour son or, pour ses palais, pour ses noces royales qui coûtent des millions, pour un sultan qui possède des milliers de voitures et des avions privés aux intérieurs plaqués or. Connue aussi pour avoir annoncé en 2019 l'application de la charia, provoquant un tollé mondial. Brunei Darussalam. Le nom lui-même sonne comme une promesse, la demeure de la paix. Si vous voulez continuer à voyager avec nous à travers les pays les plus fascinants du monde, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines destinations. Le sultan est parmi nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour à Brunei. Depuis 15 jours, ce pays célèbre. L'anniversaire du sultan dure ici 15 jours entiers. Pas une journée, pas un week-end. 15 jours pendant lesquels chaque recoin du pays se transforme en fête nationale. Les marchés ouvrent leurs portes, les rues se couvrent de jaune, de vert, d'or. Chaque commerce affiche une plaque dorée, des vœux de bonne année, une allégeance silencieuse et sincère envers celui qui règne depuis plus de 50 ans. Et ce soir, une information circule dans la foule. Le sultan va passer par ici, par cette route précise, à cette heure précise, et des milliers de personnes sont venues. Toute la ville est là, massée sur les trottoirs, enfants sur les épaules, téléphone levé, regard tendu vers le bout de la route. C'est Hassan al-Bolkiah, le sultan de Brunei, l'un des hommes les plus riches du monde. Et quand il passe, ce n'est pas la frayeur que l'on lit sur les visages. C'est quelque chose qui ressemble à de la fierté. Un lien entre un peuple et son souverain qui défie les catégories habituelles. Pour comprendre Brunei, il faut remonter à une date, 1929. C'est dans la région de Seria, à l'ouest du pays, que tout a basculé. Cette année-là, la compagnie Shell, entreprise britannique, fort dans le sol brunéen, et trouve ce qu'elle cherchait, du pétrole, en abondance. Le premier puits entre en production en 1930. Et depuis lors, Brunei ne sera plus jamais le même. Un monument marque aujourd'hui cet endroit. Il commémore le milliard de barils extraits. Au sommet de la sculpture, un symbole représente la prospérité que cet or noir a apporté au pays. Un flux qui dure depuis près d'un siècle et qui a littéralement transformé ce sultanat en légende. Aujourd'hui encore, Shell est la seule compagnie pétrolière présente au Brunei. Une seule. Partout dans le pays, une seule enseigne de station-service. Pas de concurrence, pas d'alternative. Shell et Brunei sont liés d'une manière qui dépasse le simple contrat commercial. Mais le pétrole n'est pas apparu dans un vide historique. Brunei n'a pas toujours été ce petit sultanat discret. À son apogée, c'était un empire. Un empire dont les frontières s'étendaient jusqu'aux Philippines, jusqu'au Vietnam, jusqu'à une grande partie de ce qui est aujourd'hui la Malaisie. Puis vint le déclin, puis l'occupation britannique, qui dura un siècle, puis l'indépendance arrachée en 1984. Et ce qui restait de l'Empire, c'était ça. Ce territoire morcelé en deux parties séparées par la Malaisie
posé sur l'une des îles les plus riches en ressources naturelles de la planète. En 2019, un pont de 30 km a été inauguré pour relier les deux parties du pays. 30 km, sans en voir la fin. Un ouvrage d'une audace remarquable pour une nation aussi petite. Mais à Brunei, la petite taille n'a jamais été un obstacle à la grandeur. Le palais au bout des rêves. Il est là, derrière ces grilles dorées, derrière ces jardins qui semblent n'avoir aucune fin. Le palais Nurul Iman, le plus grand palais résidentiel du monde, pas le plus grand bâtiment, le plus grand palais habité, celui dans lequel quelqu'un vit chaque jour et se réveille chaque matin. Il a coûté 1,4 milliard de dollars. Il couvre 200 000 mètres carrés. Il compte 1788 chambres. Sa salle de banquet peut accueillir 5000 convives. Sa mosquée peut abriter 1500 fidèles en même temps. Son garage peut garer 110 voitures. Et c'est un garage parmi d'autres dans un pays où le sultan possède une flotte de plusieurs milliers de véhicules. Trois jours par an, les portes de ce palais s'ouvrent au grand public. 3 jours à la fin du Ramadan, pendant lesquels n'importe qui peut entrer, déambuler dans certaines salles et voir de ses propres yeux ce que les mots peinent à décrire. Le reste de l'année, les grilles restent fermées. Et le sultan vit là, au milieu de ce qui ressemble à un conte des 1001 nuits rendu réel. Non loin du palais, un musée de la famille royale expose les trésors accumulés au fil des règnes. Et parmi les pièces les plus extraordinaires, le carrosse du couronnement. Un carrosse entièrement serti d'or, tiré lors de l'intronisation du sultan actuel par plus de 40 hommes. Une procession qui ressemblait à celle que l'on voit dans les peintures des dynasties impériales. Des lions sculptés en or. Des détails qui défient l'imagination. À quelques minutes du palais, un dôme brille différemment du reste de la ville. La mosquée Omar Ali Saifuddin, construite en 1958, elle porte le nom du père du sultan actuel. Ses dômes sont recouverts de feuilles d'or pures. Ses minarets montent vers un ciel qui semble l'appeler. Le marbre qui couvre ses sols et ses murs est du marbre italien, le meilleur qui existe. Les lustres ont été importés d'Angleterre. Entourée d'un lagon artificiel, flanquée du village flottant qui s'étend derrière elle, elle ressemble à une apparition, à quelque chose qui n'aurait pas dû exister en plein XXe siècle, mais qui existe pourtant, solide et resplendissant, comme si le temps avait décidé d'y suspendre son cours. Et à quelques pas de là, une autre mosquée, celle du sultan actuel, Hassan Bolkiah, 29 minarets. Le chiffre 29, c'est le rang dynastique du sultan lorsqu'il a pris le pouvoir. 29 minarets. Une fontaine à l'entrée portant le numéro 29. Partout, cette façon de graver l'histoire dans l'architecture, de faire des pierres des mémoires. Le vendredi, les fidèles s'y retrouvent pour la prière. Des visages venus de partout, des langues mélangées, le malaise dominant, mais l'arabe résonnant dans les invocations. Brunei est un pays musulman à 78%. Et cette dimension spirituelle n'est pas décorative, elle est constitutive. Elle irrigue la vie quotidienne, le droit, l'architecture, la cuisine, le calendrier. La loi et le monde. En 2019, Brunei a fait les manchettes de la presse internationale. Le sultan annonce officiellement l'application de la charia et l'instauration des peines coraniques. Waouh! L'annonce provoque une réaction mondiale immédiate. Des appels au boycott, des déclarations diplomatiques, une onde de choc dans les chancelleries occidentales. Dans la ville, un bâtiment entier est consacré à l'administration de la charia. Un bâtiment officiel, visible, assumé. Mais dans les faits, l'application des peines les plus sévères n'a jamais vraiment eu lieu.
Les autorités brunéiennes n'ont pas officiellement renoncé à la loi, mais elles n'en parlent plus. Et la réalité du terrain reste celle d'un pays où la vie quotidienne se déroule dans un calme que beaucoup de nations plus grandes lui envieraient. Ce qui est certain en revanche, c'est que l'alcool est interdit sur tout le territoire. Le tabac aussi, dans les espaces publics. Et l'un des hôtels les plus luxueux d'Asie, l'Empire Hotel, un établissement de 360 chambres, construit pour accueillir les chefs d'État du monde entier, se voit classé 5 étoiles plutôt que 7, officiellement parce qu'il ne sert pas d'alcool. Un paradoxe qui dit beaucoup sur les critères du monde occidental. Le village sur l'eau. Il y a quelque chose d'encore plus ancien que les palais et les mosquées à Brunei. Quelque chose qui existait bien avant le pétrole, bien avant l'Empire. Le village flottant de Kampong Ayer. Certains l'appellent la Venise de l'Orient, et l'analogie n'est pas exagérée. Des milliers de maisons construites sur l'eau, reliées entre elles par des passerelles en bois, baignées par les courants de la rivière Brunei. C'est ici que la ville a commencé. C'est ici que la capitale avait ses racines, avant que la terre ferme ne prenne le dessus. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes choisissent d'y vivre. Avec leurs voitures garées sur la rive, qu'ils rejoignent en bateau. Avec leurs écoles, leurs mosquées, leurs commerces, tout construit sur l'eau. La mosquée de Kampong Ayer n'est accessible qu'en bateau. Si vous n'avez pas d'embarcation, vous ne priez pas là ce jour-là. On peut lire sur le drapeau de Brunei une phrase en arabe. Al-Mominun al-Mosinun bil-Huda. Les croyants bienveillants guidés par la droiture. Et cette phrase ici dans le village flottant prend une texture particulière, parce que ce n'est pas l'opulence qui domine ici, c'est la simplicité. Une simplicité choisie, maintenue, habitée avec une dignité tranquille. Voilà ce qu'est Brunei, un pays où l'or côtoie la légende, où la modernité est posée sur des siècles d'histoire, où un sultan célèbre son anniversaire pendant 15 jours et où des milliers de personnes viennent simplement pour le voir passer sur une route. Brunei Darussalam, la demeure de la paix, et pour 72 heures, un peu aussi la nôtre. Si cette vidéo vous a transporté jusqu'à Brunei, laissez un like, partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire quel pays vous voulez qu'on explore ensemble la prochaine fois. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle destination.